Comment passe-t-on de la défense d'un immeuble à la conquête de toute une ville? En politique, il y a parfois des victoires qui se savourent. Le premier tour des élections municipales a été l'occasion d'une démonstration de force des Insoumis. Ce dimanche, le paysage a changé. La France entière regarde Saint-Denis-Pierrefitte en se disant « Mobiliser le peuple, changer la vie des gens, gagner, c'est possible ». La recette de Bali Bagayoko n'est certes pas reproductible à l'identique, mais elle nous donne de nombreux enseignements. Les luttes populaires dessinent un autre monde. Si Saint-Denis est devenue la capitale de la révolution citoyenne, on le doit évidemment à l'implication hors norme des militantes et militants durant toute la campagne, au projet patiemment construit par Bali Bagayoko, et surtout aux mobilisations locales. Au quartier du Franc-Moisin, Diangou Traoré m'a raconté comment les habitants se sont opposés au projet de rénovation urbaine. Il y a un siècle, ce lieu se nommait le quartier des Passages. Avec l'essor industriel de Saint-Denis, le patronat fait venir une main-d'œuvre étrangère pour occuper des postes mal payés. Durant la première moitié du XXe siècle, il y a ici le centre de l'immigration espagnole en France. La petite Espagne n'a ni l'eau courante, ni l'électricité, ni le tout à l'égout. Et dans un état déjà très dégradé, le quartier se transforme progressivement en bidonville, avec des baraquements de fortune, de bois et de parpaings. Après la Seconde Guerre mondiale, le Franc-Moisin voit l'arrivée massive des Portugais, puis des Algériens. Alors sur la pelouse où on était, où il y avait l'anciennement bâtiment 3, c'était un bidonville. C'était un des plus grands bidonvilles d'Île-de-France. Au départ, le quartier Franc-Moisin, c'était beaucoup une population portugaise, espagnole, parce qu'ils étaient issus de ce bidonville. Et il y a eu un incendie, et le bidonville a été, suite à l'incendie, le bidonville a été rasé. Et c'est à partir de là que les premiers bâtiments en dur ont vu le jour. J'ai encore une voisine à ma mère qui a grandi dans ce bidonville-là. Ouais, et qui est toujours là. C'est une histoire. C'est fou. Hein. Les pouvoirs publics ont pour priorité de supprimer l'ensemble des bidonvilles du territoire français. Des logements provisoires sont érigés pour recevoir les populations. Muriel Cohen et Cédric David démontrent les logiques coloniales de ces cités Sonacotra censées être de transit, mais qui servent en réalité d'instruments de contrôle des populations étrangères. C'est à ce moment qu'est érigée en seulement 2 ans la cité HLM du Franc-Moisin. Des milliers de personnes d'origine étrangère accèdent enfin au logement social. Mais pourquoi seulement maintenant, après des décennies de taudis, d'hôtels meublés, de bidonvilles? Car les grands ensembles ont déjà perdu de leur grandeur. Des films comme 2 ou 3 choses que je sais d'elle de Jean-Luc Godard ont participé à discréditer la vie en banlieue. Les médias parlent de sarcellite, la maladie des habitants, de ces environnements pathogènes, criminogènes. Le bâti et les équipements se dégradent très rapidement. Les logiques relégataires et ségrégatives sont déjà connues, et il apparaît aux yeux de tout le monde que ce n'est plus du tout ce qu'il faut faire. Mais avant que la circulaire Guichard de 1973 ne mette fin à cette politique, le Franc-Moisin est construit et s'apprête à concentrer une population issue de l'immigration postcoloniale, isolée de l'accès au réseau du collectif. Avec des moyennes de chômage, de pauvreté et de monoparentalité élevées, un niveau de diplôme faible, les difficultés se cumulent. Le thème du problème des banlieues émerge dans les années 1970 et avec lui la politique de la ville. S'ils pensent d'abord pouvoir intervenir sur les dimensions sociales et culturelles, les pouvoirs publics vont rapidement se tourner vers une politique du bâti. Je suis née au Franc-Moisin. Je suis née, le premier bâtiment qui a été détruit, parce que là, tu as vu toute cette pelouse, c'était un bâtiment, c'était le bâtiment 3. Je suis née dans ce bâtiment-là, moi. Il a été détruit le 29 septembre 1995, à la dynamite. Hein. Moi, j'ai des souvenirs à l'époque, ce bâtiment-là, déjà les fenêtres, ils étaient en bois. L'immeuble, il était délabré. C'était une muraille, c'est une muraille, le bâtiment. Ce bâtiment-là, il faisait 13 étages, 291 logements à l'intérieur. Quand je leur dis, mais là, vous êtes sur la pelouse, il y avait un immeuble avant. Hein. On avait un immeuble avec un centre commercial, on avait Viniprix, on avait une auto-école, coiffure, librairie, une chevaline, on avait vraiment tout. Hein. C'était vraiment un vrai centre commercial. Et puis, tout est parti suite à un plan de destruction. Et personne n'a connu ça. Il y a très peu d'images. Tout cela aboutit à la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en 2003. Le cœur de son action est centré sur les démolitions-reconstructions. Il s'agit de substituer au grand ensemble de petites unités diversifiées. Accession à la propriété, locatif privé, moins de logements très sociaux. Une fois que tout ça se sera détruit, ça va être déblayé. Et là, ils vont refaire des routes. Ils vont faire des routes, tu vois, il y a un vrai chantier.
Il y aura des routes et il y aura de la construction de nouveaux immeubles ou et des maisonnettes. Il disait que le quartier était trop enclavé. Son objectif, transformer ces quartiers en profondeur, en intervenant sur l'habitat, mais aussi en les désenclavant et en favorisant la mixité sociale. Mixité, mais quelle belle promesse républicaine, pourrait-on dire. En réalité, l'idée sous-jacente est de modifier la composition sociale des quartiers. Il s'agit d'évincer et de disperser les classes populaires. En 2020, quand Mathieu Hanotin avait fait campagne sur Saint-Denis, il disait qu'il faut une ville équilibrée. Donc, équilibrée quoi? Qui est de trop? Qui est en moindre? Nous pouvons nous demander sur quelle représentation des quartiers populaires cette politique se fonde. Les considérations des élites sont teintées de mépris social et raciste contre le spectre des classes dangereuses et leur mode de vie accusés d'être ghettoisés, séparatistes, sécessionnistes. Alors Premier ministre, Manuel Valls évoquait en 2015 un apartheid territorial, social et ethnique. Pas étonnant que les 2 programmes nationaux de rénovation urbaine de 2003 et 2014 soient bourrés de fausses promesses. Résidentialiser les immeubles, comme on a vu à la Cité Rose à Pierrefitte, qui est Saint-Denis maintenant, c'est mettre des barrières autour des immeubles avec des places de parking, chacun a sa place de parking. Sur papier, c'est très beau, mais quand tu vois en réel, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on l'a vu à la Cité Rose, les places de parking, elles sont très petites. On a vu que le cadre de vie n'était pas du tout entretenu. Moi qui adore cette cité, mais tout était par terre en fait, rien n'était respecté. Tout a été refait il n'y a même pas 2 ans. Et les murs craquent déjà, les peintures s'en vont. Les personnes sont relogées dans les mêmes types de quartiers, mais plus éloignés, avec des logements plus petits et plus chers. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que moi, ce que j'avais toujours rêvé de ma vie, j'ai eu un gros bonheur, je voulais un balcon. J'ai un balcon, je suis tellement heureuse. Bon, d'un F4, je suis passée à un F3. J'ai 17 petits-enfants, je voulais bien encore avoir un F4. Et j'ai mon petit-fils qui vient avec moi, donc ça change un peu. Il y a des gens qui ont été relogés plus loin, d'autres qui n'ont pas eu le choix et d'autres qui ont encore des bails provisoires. C'est-à-dire que les logements qu'ils ont eus n'ont pas été terminés au niveau de la construction, c'est incertain. J'ai jamais vu ça même. Dans les 125 quartiers où les démolitions ont été les plus nombreuses, la part des ménages les plus pauvres a diminué de 5 points seulement. La crise du logement n'a pas été résorbée, l'ANRU a contribué à l'aggraver. Entre 2014 et 2020, près de 175 000 logements ont été détruits et 408 000 réhabilités. Durant la même période, 142 000 logements sociaux ont été construits, auxquels se sont ajoutés 79 000 logements privés. Les exigences démocratiques ne sont pas respectées avec des concertations sur des aspects mineurs, une fois que le projet a déjà été finalisé. On nous a avertis en 2015. La première réunion publique, c'était en février 2016 exactement. C'est là que j'ai été tirée au sort en tant que membre du Conseil citoyen. Ouais, c'est là que j'ai été tirée au sort et c'est là qu'on nous a fait découvrir le projet de rénovation urbaine qui nous a expliqué que à la base, c'était juste un bâtiment qui allait être détruit et petit à petit, ils ont rajouté des immeubles, plein de bâtiments. Franchement, moi, je vais te dire la vérité, la pure vérité. Moi, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres en disant que j'étais tirée au sort en tant que membre du Conseil citoyen, que je dois venir à la mairie de Saint-Denis pour une investiture. J'ai rien compris, la vérité. Et moi, j'arrive, NPNRU, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Rénovation urbaine, qu'est-ce que c'est? Donc, on a mis 1 an et demi, 2 ans à nous expliquer ce que c'était. Le problème de l'ANRU, c'est que c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. C'est que y a de l'argent derrière. C'est un rouleau compresseur qui n'a ni âme et qui n'a ni d'état d'âme, en fait, voilà, qui ne respecte pas les humains, qui s'en fout, en fait. Tu auras beau venir à un comité de pilotage et dire que non, les habitants veulent rester, ils ne veulent pas comprendre. Ils vont vous dire, ok, vous voulez l'argent, il faut détruire tel immeuble. Vous voulez de l'argent, vous détruisez tel immeuble. Donc pour eux, l'humain... Que dire des objectifs de transition écologique, puisque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a démontré que les destructions-reconstructions produisent 80 fois plus de déchets que la réhabilitation. Tu vois, ils trient ici, ils cassent, en même temps ils trient les pierres, les grosses pierres, le fer, le métal, et chacun a son petit tas. Et ça, c'est super dangereux pour la poussière, ça. Les gens qui sont asthmatiques, c'est compliqué. Et tu regardes, il va être détruit et juste à côté, il y a des gens qui habitent encore là. La poussière, la nuisance sonore, t'imagines, juste à côté. T'as ta cuisine qui est là et on détruit juste à côté, c'est horrible. Et même là, tu vois, on est derrière, mais tu sens la poussière. Tu sens l'atmosphère, comment elle est...
Pire, le développement des voiries relèverait de logiques sécuritaires pour permettre l'intervention plus rapide de la police. Selon Renaud Epstein, il s'agit d'une prévention situationnelle inspirée des émeutes de 2005. Or que moi, je vois pas le problème d'insécurité. Je suis très bien. Voilà, je suis bien ici. Même nous, les habitants, on est bien ici. Mais pour eux, non, il fallait désenclaver, il fallait ouvrir le quartier vers l'extérieur. Finalement, tout cela déstructure les sociabilités résidentielles et familiales. Tout le capital social accumulé. Toute ma jeunesse a été passée là-bas, j'ai des très bons souvenirs. J'ai toujours gardé mes activités, j'ai toujours gardé les habitants. Donc, notre manière, au Font-Moisin, on est une famille. Quelle que soit la religion, ce que vous êtes, nous sommes une famille. On est toujours là, pour le meilleur et pour le pire. Je pense que ça sera ma dernière demeure, hein. Je n'irai plus nulle part. Hein. Je reste dans mon quartier, je reste à Saint-Denis, j'aime les habitants, j'aime Django. On est toujours en bonne harmonie. Dès qu'il y a un souci, un problème, on est là, on aide les gens, on est toujours présent. Bonjour mamie. Salut, salut mon chéri. Tout le monde m'appelle Mamie Daniel. Hein. Notre quartier, il a beaucoup été montré du doigt, invectivé, criminalisé, que nous les habitants, on était des moins que rien. Or que dans ces quartiers-là, surtout le mien, le Franc-Moisin, mais c'est un quartier d'une solidarité intense. Mais intense, hein. Tu vois, mais même là, on se balade, on fait que de s'arrêter, discuter avec les gens, comment tu vas, ça va. Il n'y a pas plus solidaire que les quartiers. L'intervention sur le bâti ne saurait régler les problèmes sociaux et de discrimination. Au contraire, cette politique est coûteuse, absurde et humiliante. À cette heure, plus de 1000 quartiers ont fait l'objet d'un dispositif de l'ANRU. Et à chaque fois, beaucoup de regrets. Dans son documentaire Ce qui disparaît, cartographie d'une nostalgie du 9-3, Myriam Rabat-Konaté collecte récits, souvenirs, objets qui sont autant de fragments de mémoire. Méprisés comme des erreurs urbaines, ces espaces sont pourtant vécus et habités. On y construit, on y pense et on y transmet malgré les difficultés. Et parfois, la qualité de vie, de logement, des places publiques et des espaces verts sont remarquables. En plus, Mamie Daniel, elle habitait là-bas, donc on allait souvent chez elle. Et puis derrière, il y avait des pommiers. Tout le temps, quand on était plus jeune, on allait derrière chercher des pommes. Tout ça, c'est des pommiers. Pommiers. Tout ça, c'est des pommiers. Donc nous, on passait en dessous du hall et puis on se retrouvait tous sur les bancs. Nous, on était installés là sur les bancs. On se mettait là. Et c'était là qu'on grappait, on prenait des pommes, on avait un bâton, on prenait nos pommes. Et on s'installait tranquillement. J'ai passé de très bons moments, on a fait beaucoup d'amusements, il y avait toujours la fête chez moi. Il y avait un mari qui était chanteur, donc c'était la fête tous les samedis soirs chez moi, pendant que moi je travaillais de nuit, il faisait la fête avec ses copains. J'ai de très beaux souvenirs. Il y a eu une bataille qui a été menée, parce que la plupart des gens ils voulaient rester. Pourquoi ils voulaient rester? Parce que les appartements ils étaient grands, ils étaient lumineux, ils étaient spacieux et ils étaient pas chers. C'est un bout de ton histoire qui part. C'est un bout de ton histoire, tout ce que tu as vécu, c'est ça qui part en fait. Et là tu te dis, tu veux garder un souvenir. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui viennent et qui filment, qui postent sur les réseaux pour garder un souvenir, et d'autres qui prennent en photo, qui se mettent au plus près de l'immeuble, qui se prennent en photo avec leurs enfants, ou même carrément de photos de famille avec le couple. Avant qu'il soit démoli, il y en a plein. Ils vont en famille devant l'immeuble, ils se prennent tous en photo. En dépit du discours dominant, ces lieux ont une valeur culturelle et affective. La démolition ne détruit pas seulement un bâtiment, elle efface aussi des repères biographiques et sociaux. Au lieu des cartes administratives, la documentariste a préféré une géographie des souvenirs, une mémoire que l'on pourrait reconnaître pour combattre les effets de stigmatisation, selon Antoine Tricot dans son ouvrage Une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis. Là, tout ça, c'était la réhabilitation. Réhabilitation intérieure et extérieure, parce qu'il n'était pas comme ça. Avec toutes les demandes de logement qu'il y a, les attentes sur le logement, la réhabilitation, c'est largement mieux. Une bonne réhabilitation intérieure et extérieure de qualité, c'est ça qu'il faut. La destruction, non. Quand on voit que sur toute la France, il y a plus de 3 millions de demandeurs de logement, détruire, ça n'en vaut pas la peine. Donc moi, je suis pour la réhabilitation, vraiment. Et puis même quand tu vois de dos, il est beau. Il est beau. C'est pour ça, moi, je dis toujours, quand on fait de la réhabilitation, il faut de la réhabilitation de qualité à l'intérieur et de qualité aussi à l'extérieur. C'est des bâtiments qui ont été rentabilisés par les locataires. Tu as certains locataires, ça fait plus de 50 ans, 40 ans qu'ils sont à l'intérieur, qu'ils ont payé des loyers pas possibles, qui peuvent être même propriétaires de 2 appartements, mais à l'époque, ils ne savaient pas. Il faut de la construction avec les habitants.
ne pas imposer les projets. C'est ça en fait le problème. C'est le problème de démocratie et d'imposer un projet. Non, il faut co-construire avec les habitants, qui sommes nous les experts des quartiers. Et c'est le signal lancé par les habitants du Franc-Moisin. Par leur mobilisation, ils ont souligné l'inégal accès au réseau. De cette manière, ils ont revendiqué les droits du peuple. Et ce faisant, ils ont imposé leur voix face à la caste politicienne, technocrate et patronale. Voilà comment toute une ville s'est mêlée de la chose publique pour faire élire, in fine, le candidat de la rupture. Quand on vote, on gagne.